Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver avec Renaud Degas. Bonjour Renaud et l'équipe des Contrepoints de la Santé de vous retrouver ce mardi 30 septembre 2025 pour une nouvelle saison que nous ouvrons de rendez-vous autour des politiques de santé et vous proposer une nouvelle formule originale, plus participative et encore, nous l'espérons en tout cas, plus percutante. Voilà, la barre est mise. Nous allons aujourd'hui parler en 60 minutes de télémédecine et de son avenir dans notre pays qui constitue la télémédecine, en tout cas une des grandes innovations de la période actuelle, permise sans doute évidemment par les transformations technologiques, mais également par les besoins urgents de santé publique. Et la télémédecine est aussi au centre de l'actualité, puisque avec les assises de la télémédecine qui a été lancée en juin dernier, le 25 juin, par l'assurance maladie, 25 juin 2025, dont il convient évidemment de bien comprendre les enjeux. Et hier d'ailleurs se tenait à Nancy, je crois, plusieurs d'entre nous y étaient, à Nancy, se tenait le premier atelier de télémédecine lancé par l'assurance maladie. 60 minutes de débat en 3 temps pour cette nouvelle formule, enregistrée exceptionnellement en soirée, aujourd'hui à partir de 17h45, pour marquer cette nouvelle formule à la Villa M, toujours à la Villa M, avec fidélité, avec 2 invités. Je suis heureux de recevoir le docteur Michael Benzaki. Vous êtes médecin de santé publique, vous êtes le sous-directeur de l'accès aux soins à la Direction générale de l'organisation des soins au ministère de la Santé. Vous avez été conseiller de plusieurs ministres. Un curriculum vitae très, très long. Et puis Albert Lottmann, vous êtes, et nous sommes heureux de vous recevoir, vous êtes le directeur général de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Nous vous avons connu comme directeur général auparavant de la Fédération nationale de la mutualité française. Et vous aussi, vous avez été dans plusieurs cabinets ministériels. Je vous disais ça parce qu'il va peut-être falloir réfléchir... les cabinets ministériels, il va peut-être y avoir d'autres propositions, donc on a beaucoup de chance de vous avoir avant que vous soyez peut-être dans un cabinet ministériel, enfin on verra ça, très bien. Et puis nous retrouverons également au cours de notre émission notre ami Adrien Broche de Via Voice, avec qui nous dialoguerons et qui vient de publier un magnifique essai politique et qui éclaire l'actualité et alimente le débat public, ce qui, évidemment, nous va bien. Et enfin, dans la 3e partie de notre émission, nous proposerons à 3 professionnels de se joindre à nous et de poser chacun une question à nos invités. Alors, Majid El Jaroudi, bonjour monsieur, nous sommes très heureux, il est dans la salle, il est arrivé. Nous le représenterons du Conseil économique, social et environnemental, Lucie Dietsch de CARE, et puis Ivo Trinta de Point Vision. Merci, comme chaque fois, à nos partenaires de leur fidélité. Je les cite, Camurus. Je salue Arnaud Vezin, qui vient de nous rejoindre. Pasteur Mutualité, Point Vision, CARE, Via Voice, la veille des acteurs de la santé, Ortus et l'Université du changement en médecine, l'UC2M. Première question, Renaud ? Oui, la télémédecine a-t-il vraiment un avenir en France ? Peut-être que cette question est un peu bizarre, mais on a vu un grand succès avec le Covid. Il y a vraiment un pic. Puis ensuite, il y a eu un creux entre 2020 et 2023. Et ça semble repartir à la hausse depuis 2024 avec 13,9 millions de téléconsultations, soit une progression de 20% en une année. Alors, messieurs, comment voyez-vous la télémédecine ? Est-ce que c'est un demi-succès, un demi-échec ? Comment la jugez-vous à l'heure d'aujourd'hui ? Michael Benzaki. Merci beaucoup déjà, merci de l'invitation. Effectivement, je suis ravi d'être parmi vous ce soir. C'est toujours compliqué dans la période pour un représentant du ministère de la Santé. Au moment de l'invitation, je m'attendais à ce qu'il y ait un ministre de plein exercice. Et donc, vous comprendrez la difficulté pour moi aujourd'hui, parce que nous sommes toujours en période d'affaires courantes et nous sommes de surcroît en période de réserve pour les élections municipales. Donc, je serai obligé de m'en tenir, j'allais dire, à la gestion des différents sujets, notamment les assises de la téléconsultation. Ce qui n'implique pas la langue de bois. Ah non, aucune, mais jamais, mais Pascal, vous avez évoqué mes passages ministériels, mais aussi mes passages syndicaux. Vous auriez pu, donc voilà, j'ai absolument pas appris à faire de la langue de bois, la langue de bois dans ces situations. Non, pas de langue de bois. Simplement, je ne pourrais pas vanter les mérites du gouvernement et de l'action publique dans les prochains mois. Donc allez-y. Peut-être pour la réponse, sur le constat. Oui. La téléconsultation et la télémédecine a de l'avenir en France. Après, la question, c'est quel est
est-ce que l'avenir est lointain ou très, très proche? Mais ce qu'on a réussi à faire ces dernières années, notamment avec le Covid, c'est d'ouvrir des possibilités. C'est-à-dire la partie la plus difficile, finalement, c'est d'ancrer la télémédecine et la téléconsultation dans les pratiques du quotidien pour les médecins, notamment les médecins généralistes, mais également d'autres spécialités. On pense par exemple à la psychiatrie. Et donc la télémédecine a un avenir, mais il faut que cet avenir soit paradoxalement très proche des territoires. Et ça, c'est un point important. Mais il m'a semblé, Monsieur Lottmann, qu'à un moment donné, on a eu l'impression que après le Covid, l'assurance maladie a eu peur du volume. On va dire, oups, ça part trop vite. Et une petite résistance. On a beaucoup entendu ça chez les professionnels, chez les syndicats et quelques opérateurs de télémédecine. Est-ce que c'est quelque chose qui a été ressenti comme tel ou ça n'a pas du tout été une approche de l'assurance maladie? Pas du tout. Pas du tout. Moi, pour préciser, je parle ce soir parce que la CNAM m'a confié la préparation et l'organisation de ces assises de la télémédecine dont vous avez parlé tout à l'heure. Et avant le mois de juin, il y a eu toute une phase de rencontres, de diagnostics, d'auditions de l'ensemble des acteurs du système de santé pour essayer de répondre à la question que vous posez. Où on en est et quelles sont les perspectives de la télésanté. La réticence, elle ne vient pas de la CNAM, même si je comprends d'où vient la question. Peut-être que dans les discussions conventionnelles, et notamment au moment de la discussion de la convention médicale, il y a eu des représentants de professionnels libéraux qui ont partagé un certain nombre de craintes, de risques et de débats. Et donc, ces assises de la télémédecine, elles sont là pour que justement l'ensemble des acteurs partagent un diagnostic, où on en est. On reviendra largement sur les assises elles-mêmes. Non, mais vous voyez, oui. Parce que c'est important de dire, c'est pas la CNAM qui, à un moment donné, a des réticences. C'est effectivement un certain nombre de craintes qui peuvent être aujourd'hui exprimées par certains professionnels libéraux sur l'articulation de la télémédecine avec le parcours de soins du patient, sur la question de la territorialité dont parlait Michael Banzaki à l'instant, sur la question des modes d'exercice et de est-ce que la télémédecine et le développement des plateformes de téléconsultation n'introduit pas une logique de financiarisation de la santé. Et tant qu'on ne répond pas clairement à ces éléments sur une stratégie, une feuille de route que les pouvoirs publics veulent développer, eh bien, on pense qu'on est un peu entravé dans le potentiel. Et pour répondre à votre question, moi, je peux vous répondre qu'avec ma conviction personnelle. Le sujet de l'accès aux soins, il est tellement fort dans notre pays qu'on ne peut pas se passer de ce que peuvent proposer aujourd'hui les outils, les évolutions des technologies et des pratiques pour construire des réponses, parce que les Français attendent des réponses à l'accès aux soins. Et donc, oui, la télémédecine, elle a de l'avenir, mais il faut effectivement qu'on travaille avec l'ensemble des acteurs pour identifier les conditions du développement d'une télémédecine qui soit vertueuse, qui soit qualitative, etc. Pour en rester à... Les chiffres sont importants, évidemment, puisque... Avec les chiffres, il y a le développement d'un secteur et puis il y a aussi les coûts que cela peut représenter. Je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais pour en rester encore aux idées, enfin aux idées générales, mais aux idées fondamentales, est-ce que vous considérez l'un et l'autre que la télémédecine est une étape nouvelle dans l'organisation de notre système de santé? Ou alors, est-ce que c'est... Alors, les gens du médicament disent souvent, enfin celles et ceux qui s'y intéressent, est-ce une innovation de rupture? Ma question de ce point de vue-là, est-ce que c'est, donc je résume, une évolution normale finalement par rapport au développement de la science finalement et de la technologie, ou est-ce vraiment quelque chose qui est fondamental, comme peut-être l'intelligence artificielle pour demain? Mais est-ce que la visio, en 2018, en 2020, est une innovation de rupture? Je ne crois pas. On avait de la visio avant, on pouvait le faire sur nos téléphones. En fait, ça existait déjà. Donc, il n'y a pas de rupture. Ce qu'il faut bien se souvenir, c'est que la télémédecine, ça reste avant tout de la médecine. Et donc, ça permet de développer des potentiels en termes de suivi, en termes d'accès aux soins dans certains territoires. Mais c'est avant tout de la médecine. Et par ailleurs, mais peut-être qu'on y reviendra, ça veut dire réapprendre aussi le contact avec le patient. Ça veut dire détecter des signes, des symptômes
en visio, à distance, c'est pas la même chose que d'avoir le patient sous la main. Et donc c'est une forme d'exercice de la médecine qui est permise par des technologies, mais qui ne sont pas des technologies de rupture. C'est des choses qui existaient déjà, donc il n'y a pas de rupture technologique. En revanche, il faut que les professionnels de santé, les médecins, s'approprient ces nouveaux modes-là. Ça a été quand même assez vite, puisque on dit que ça prend toujours du temps, etc. En réalité, on met dans le droit commun de financement, l'assurance maladie, à la fin de l'année 2018, le remboursement de la téléconsultation, et ça prend doucement jusqu'au moment où les conditions, l'environnement fait que les patients ne peuvent plus se déplacer parce qu'on a le Covid, parce qu'on a le confinement. Et donc les médecins, et pas que les médecins, parce qu'on a aussi d'autres professionnels de santé qui vont développer une activité à distance et où le ministère, en lien avec l'assurance maladie, disent OK, il faut ouvrir très largement et faire la promotion de ces outils-là pour que les professionnels s'en emparent. Donc il n'y a pas de freins particuliers qui ont été mis en place. Et vous voyez, ça a été quand même assez vite. Après, qu'il y ait une normalisation du nombre de consultations ou de téléconsultations, parce que les gens peuvent revenir au cabinet, c'est aussi normal. Après, c'est comment est-ce qu'on amène les professionnels à développer cette activité de téléconsultation, mais on y reviendra. Sans y passer énormément de temps, mais quand même qu'on revienne précisément, parce que dans télémédecine, il y a plusieurs choses, téléconsultation, téléexpertise, même télésoins. Est-ce que vous avez en tête les actions qui marchent bien? Bon, tout le monde pense à téléconsultation, forcément, puisque c'est beaucoup la relation au patient. Mais sur la téléexpertise, sur le télésoin, qui est plus réservé aux paramédicaux, comment ça évolue? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les gros volumes, c'est sur la téléconsultation qu'on les constate. Pour le moment, nous, dans ces assises, justement, on a décidé de commencer par la téléconsultation et la téléexpertise. On ne peut pas traiter tous les sujets. Voilà. Peut-être qu'il faudra faire une suite des assises de la télémédecine, mais pour cette année, on travaille là-dessus. Le télésoin, la télésurveillance qui est financée par l'assurance maladie maintenant, ce sont des choses qui se développent, mais on n'est pas du tout, pour le moment, sur les mêmes volumes. Donc, la téléexpertise, dans les débats avec les professionnels, elle est beaucoup plus consensuelle que la téléconsultation. Donc, la téléexpertise, on voit bien que ça pose des questions d'organisation, ça pose des questions d'outils d'interopérabilité, mais aujourd'hui, le modèle lui-même n'est critiqué par personne. La téléconsultation, on est sur des gros volumes, ça vient d'être rappelé, mais en même temps, c'est vrai que quand on se compare à d'autres pays, on voit que depuis la crise du Covid, ces volumes-là, finalement, sont restés à des niveaux assez faibles et que la part des téléconsultations qui sont réalisées par les médecins de ville auprès de leur patientèle est plutôt stable, ne progresse pas. Il y a une petite progression, mais qui est plutôt du fait du développement des plateformes de téléconsultation, des entreprises de téléconsultation. Chez nos voisins, quels sont les plus performants sur la téléconsultation? Peut-être. On entend souvent l'Espagne. Alors, c'est compliqué de comparer les systèmes parce que c'est des organisations qui sont différentes. Mais en Espagne, on a une pratique de la téléconsultation qui est beaucoup plus développée qu'en France. Je veux aller un peu plus dans le détail. Qui sont les professionnels qui utilisent donc la télémédecine d'une manière générale et qui sont les patients? Donc, est-ce que ça bouge sur le plan sociologique? Donnez-nous un petit peu des détails. Alors, les types de professionnels, les types de patients, etc. Expliquez-nous. Je vais essayer de vous donner les chiffres des études de l'assurance maladie, dont certains étaient publiés dans le rapport chargé produit de l'année dernière. Il y avait quand même déjà pas mal de données là-dessus. Notre Bible. J'espère bien, et surtout celle de cette année, dont je fais la spéciale promotion. C'est ce que je dis à M. Fatt. Donc, qu'est-ce que je peux dire? C'est que la téléconsultation, si je reviens sur la téléconsultation dont je disais c'est les gros volumes, c'est essentiellement de la médecine générale. Aujourd'hui, c'est de la médecine générale. C'est assez largement pratiqué par les médecins généralistes, c'est-à-dire qu'il y a quelques médecins qui n'en font jamais, mais qu'aujourd'hui, il y a une très grande majorité des médecins généralistes qui pratiquent de la téléconsultation, au moins occasionnellement ou ponctuellement. En revanche, je vous disais, les volumes globaux n'augmentent pas beaucoup ces dernières années, et on est essentiellement sur des téléconsultations pour les patients qui sont déjà connus par le médecin, qu'il a déjà dans sa patientèle. Qui sont les patients? Essentiellement des patients jeunes, de moins de 40 ans, et encore plus jeunes
quand on essaye de séparer le public qui fait de la téléconsultation auprès de son médecin généraliste, donc c'est déjà une patientèle beaucoup plus jeune que leur patientèle historique, hein. Mais les patients qui passent par l'intermédiaire des entreprises de téléconsultation, là, on est sur des moyennes d'âge qui sont encore beaucoup plus jeunes. C'est statistiquement, au global, plutôt des jeunes urbains et plutôt des jeunes qui sont insérés sur le marché de l'emploi, donc des gens qui travaillent, etc. Et vous savez que l'assurance maladie n'a pas les motifs de consultation, donc nous, on peut pas savoir exactement pourquoi les gens consultaient, mais on peut un peu essayer d'être malin en allant regarder, par exemple, les prescriptions qui sont prescrites en téléconsultation, et on y retrouve beaucoup de choses qui touchent à la sphère ORL et à la digestion. Donc on voit bien des pathologies de la vie courante, relativement bénignes, mais qui ont quand même besoin d'être traitées et soignées. La surprise de nos études statistiques, et la CNAM le pointait dans Chargé Produit, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'attendait pas. Pour des patients jeunes qui sont bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, donc on va dire dans des situations plutôt de précarité, et qui n'ont pas de médecin traitant, et qui sont dans des zones, quartiers politiques de la ville, banlieues, sur lesquelles il suffit de voir la carte de l'Île-de-France, que je connais peut-être mieux que le reste de la France. Le 93, on a effectivement un cumul de difficultés sociales et de difficultés démographiques de professionnels de santé. Eh bien, ce public-là passe beaucoup plus par les plateformes de téléconsultation que les statistiques nationales. Ça veut dire que ces plateformes-là, dont on se méfie, dont j'ai beaucoup entendu d'acteurs de libéraux craindre qu'elles introduisent une dimension un peu de financiarisation de la santé et de pratique de la médecine extrêmement lucrative, en réalité, ont aussi un rôle social qui est extrêmement important dans l'accès aux soins de ces publics précaires. Peut-être un point pour aller dans le même sens qu'Albert Lottmann. Chaque mois, c'est un médecin généraliste sur 3 qui a recours à la télémédecine. Un généraliste sur 3. C'est pas anodin. Ça ne veut pas dire qu'ils font énormément de téléconsultations, mais ça veut dire qu'il y a quand même un tiers des médecins généralistes qui se mettent à avoir ce type d'activité médicale. Par ailleurs, on a deux types de téléconsultations. On a des téléconsultations sur du soin non programmé. Et donc ça pose toute la question de comment est-ce qu'on répond aux besoins de soins non programmés de la population. Ça, c'est un point important. C'est ce qui a été évoqué à l'instant. C'est-à-dire, c'est pas forcément du suivi. C'est j'ai besoin dans les 48 heures, dans les 24-48 heures, d'avoir une consultation sans suivi. Et donc, j'ai ce réflexe de la téléconsultation. Mais l'autre sujet, c'est comment est-ce qu'on peut faire rentrer dans les pratiques cette téléconsultation dans le cadre du suivi. On voit les médecins généralistes libéraux qui ont cette habitude du suivi et donc qui développent la téléconsultation avec leurs propres patients, et notamment avec les patients en affection de longue durée. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'éviter des déplacements, ça permet d'avoir un suivi un peu plus régulier. Mais comment est-ce qu'on va chercher davantage de patients en dehors des zones assez classiques? Et Albert Lottmann l'a dit, on remarque que les téléconsultations ont aussi un intérêt dans les zones où il y a peu de médecins généralistes, dans les zones sous-denses. Et aujourd'hui, c'est, je crois, la moitié des téléconsultations qui sont faites par des sociétés de téléconsultation. Et donc, il y a certainement un intérêt. C'est pour ça que je disais, oui, la téléconsultation a un avenir, parce qu'il faut aller chercher dans ces territoires-là un accès aux soins. Je dis souvent, je termine là, sous le ton de l'humour, mais il faut plus de téléconsultation pour les ruraux et moins pour les bobos. Mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire les jeunes qui vont consommer comme ça de la médecine, est-ce qu'on a forcément besoin d'ouvrir très largement alors qu'on a des besoins de soins qui sont non pourvus, non couverts dans certains territoires? Donc on a compris que les patients étaient plutôt jeunes. Est-ce qu'ils sont sexuellement marqués, c'est-à-dire femmes, hommes? C'est plutôt des femmes, mais c'est pas significatif. Majeur. Alors, et maintenant, chez les médecins. Alors, chez les médecins, j'ai plutôt des médecins jeunes, des médecins, oui. Alors non, pas spécialement. C'est pas générationnel. D'accord. Voilà.
J'ai beaucoup parlé des généralistes et je dois compléter pour aller au bout que les psychiatres pratiquent beaucoup la téléconsultation et voire même revendiquent de pouvoir la pratiquer encore plus et de ne pas être soumis à des seuils ou à des limitations d'activité. Et ils trouvent vraiment un intérêt à la fois pour leur exercice, mais aussi pour le patient. Donc sur la spécialité, c'est beaucoup en psychiatrie que c'est développé. Je parle en ville, la téléconsultation. Ah oui. J'avais autre précision, et puis après... on va avancer, c'est des hospitaliers, les médecins de centres de santé, etc., ou des salariés. Sur le lien ville-hôpital et sur l'expertise hospitalière, comme sur l'expertise spécialiste d'une manière générale, c'est beaucoup, moi je crois beaucoup au fait que la téléexpertise va vraiment apporter des réponses organisationnelles et de rapidité de temps, au moins de levée de risque. Les médecins généralistes ont un grand besoin d'avoir une expertise spécialisée plus rapide à mobiliser quand ils sont inquiets sur la situation d'un patient, qu'aujourd'hui, en fonction des territoires ça peut être, et des spécialités, ça peut être très compliqué, que l'ouverture à l'hôpital est parfois complexe pour le premier recours. Et on voit que quand se développent des organisations qui permettent la téléexpertise, et quand on a les outils qui le permettent avec leur interopérabilité, parce qu'on est toujours confronté à ces difficultés-là, on a des points de progrès énormes. On vient de créer de façon pérenne une équipe de soins spécialisés en cardiologie en Île-de-France qui fonctionne essentiellement sur une promesse d'une téléexpertise en 48 heures à la demande d'un médecin généraliste, et le succès est tout à fait énorme, et c'est vrai que ça permet rapidement soit d'orienter dans une filière de prise en charge si c'est nécessaire, soit simplement d'apporter le conseil de prise en charge auprès du médecin généraliste dans un délai très court. Sur des électrocardiogrammes. Exactement. Ça, oui. Le médecin généraliste fait le CG, envoie le CG avec ses constatations de sa consultation, et il obtient un avis sous 48 heures. Merci pour ce point. Alors forcément, c'est rapide, c'est l'exercice qui veut ça. Je vous propose que l'on passe un petit peu de temps sur les assises, justement, puisque comme Pascal le disait en introduction, vous avez lancé en juin, après, comme vous l'avez précisé, tout un travail préparatoire. Le premier atelier a eu lieu hier, à Nancy, et il y a 7 ateliers en tout. Je cite juste les thématiques, parce que ça donne un petit peu un éclairage sur les sujets sur lesquels vous travaillez. Le plus visé, donc vulnérable, les téléconsultations, avec les modalités, les liens avec les territoires, usage outre-mer, téléexpertise, pertinence, qualité, formation, filière visuelle et auditive. On voit que, voilà, de loin, comme ça, on voit un petit peu la cohérence, mais il y a quelques exceptions. Pourquoi la filière visuelle et auditive? Pourquoi se distingue-t-elle dans vos travaux? Voilà. Pouvez-vous nous préciser un petit peu la démarche que vous avez avec ces assises, et qu'est-ce que vous en attendez? Quelle est l'analyse de base qui vous a lancé dans cet exercice, on va dire, participatif, si j'ai bien compris? Plusieurs choses. Effectivement, c'était dans la Bible du chargé produit, effectivement, de l'assurance maladie, de pouvoir lancer ces assises. Et donc, on coporte côté ministère de la Santé. Le constat, on l'a fait, c'est qu'on a l'impression que ça ne décolle pas, mais en même temps, on a l'impression qu'il y a un vrai besoin en termes d'accès aux soins. Et donc, les questionnements qui ont conduit derrière à l'organisation de ces tables rondes ou ces ateliers régionaux, c'est comment est-ce qu'on va toucher certains publics, justement pour éviter le fait de se dire finalement on réserve la téléconsultation à des publics jeunes, quasiment en bonne santé, etc. Et donc on va chercher les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, personnes en situation de handicap, les personnes qui n'ont pas forcément d'accès aux soins en proximité. Donc comment est-ce qu'on arrive à territorialiser un peu plus, et derrière, quand j'ai une téléconsultation, quel est le suivi qu'il peut y avoir à proximité du patient. Parce qu'il ne faudrait pas non plus, et c'est une crainte qu'on entend souvent, détruire le réseau, le maillage territorial. Et donc, c'est comment est-ce qu'on concilie finalement ces nouvelles possibilités, où par définition vous êtes à distance, et en même temps de conserver un réseau territorial. Parce que si vous dites aux patients, effectivement, je vois, vous avez besoin de telle ou telle imagerie, ou il faut qu'on se revoie pour une décompensation cardiaque ou autre, pour rester dans la thématique, il faut que derrière, localement, on puisse avoir un relais
avec des professionnels de santé à proximité du patient. On ne peut pas tout gérer à distance. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à améliorer l'accès aux soins sur certains publics? Comment est-ce qu'on arrive aussi à ancrer la pratique de la télémédecine localement? Et pour répondre sur la filière visuelle, mais on aura l'occasion d'en reparler, évidemment, la télémédecine et le fait de pouvoir réaliser des actes à distance pose un certain nombre de défis quand on travaille sur des filières très intégrées avec différents professionnels de santé, l'ophtalmo qui a son périmètre de compétences, l'orthoptiste, l'opticien. Et donc quand vous combinez tout ça avec les nouvelles technologies, de pouvoir faire à distance un examen visuel par exemple, et finalement auprès du patient il n'y a plus personne, tout le monde est à distance, ou alors peut-être l'opticien ou un professionnel, vous changez complètement le parcours de soins. Et derrière, l'impact sur la qualité des prises en charge n'est pas évalué, et il y a des organisations qui sont peut-être pas optimales en termes de qualité des soins. Et c'est vraiment ça, du côté des pouvoirs publics, j'allais dire, qui nous fait peur aussi, de se dire quels sont les standards de qualité des soins pour éviter qu'on ait derrière des prises en charge qui soient pas forcément adaptées. Albert Lotman, oui. Évidemment, mon voisin a tout dit. Non, mais dans la phase de préparation, on a comme je le disais tout à l'heure, suite aux discussions conventionnelles sur lesquelles il y a des sujets qui étaient remontés, des craintes, craintes que ces nouveaux modes d'exercice puissent effectivement perturber le cercle de soins du patient, c'est ce qui vient d'être dit, puissent détourner de l'exercice en ville un certain nombre de jeunes médecins. Ça a été clairement posé en disant est-ce que finalement on n'est pas en train de constituer un truc à deux vitesses avec de la médecine simple pour des cas simples, et puis dans les patients, dans les cabinets de ville, ne restent que les patients âgés, polypathologiques, complexes, avec des consultations très lourdes, etc. Et toutes ces questions-là ont été posées, etc. Et donc on a fait ce cycle d'audition et on a identifié les points qui étaient vraiment les points les plus complexes, sur lesquels les avis étaient pas convergents, sur lesquels il fallait qu'on travaille. Dans ces points sur lesquels il faut qu'on travaille, il y a d'abord les publics vulnérables, puisque si on veut que la télémédecine soit une réponse à un problème d'offre de soins, il faut s'adresser aux publics qui sont les plus en besoin d'avoir de l'offre de soins, donc déserts médicaux, publics qui ne sont pas mobiles, personnes âgées à domicile ou en EHPAD, personnes en situation de handicap, mais aussi les détenus. Le champ est large sur lequel on aurait une utilité, mais on ne l'a pas fait. Et ça, c'est comme ça que le premier thème est arrivé. Puis ensuite, on a tiré le fil, et je termine juste comme ça. C'est la téléconsultation assistée, parce qu'on voit bien qu'il y a la fracture numérique, le besoin de toucher tout le monde, et que parfois, c'est l'intermédiation de cette téléconsultation qui peut être un gage important de succès. La question de la territorialisation et du lien avec le cercle de soins, les sujets, ils sont venus, on les a choisis, parce que c'est ce qui, aujourd'hui, freine de notre point de vue, et c'est ce qui est ressorti de la phase préparatoire, le développement de la télémédecine. Et peut-être un point sur si je peux me permettre 2 minutes sur la téléconsultation assistée, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on va réinsister sur le binôme entre le médecin et notamment un infirmier. Les infirmiers qui sont aujourd'hui les seuls professionnels de santé à avoir quasiment une exclusivité de l'activité à domicile du patient, et de pouvoir, à travers cet outil numérique, de pouvoir recréer du lien entre le médecin et l'infirmier. C'est extrêmement précieux, puisque ça crée des collaborations, et ça permet justement de rapprocher le médecin. Non, je vous laisse terminer. Non, mais ça permettait de rapprocher le médecin des patients, puisque on sait que c'est un autre débat, mais le sujet des visites à domicile est très compliqué, et donc les médecins n'ont pas forcément encore le temps de se déplacer autant qu'ils le faisaient avant, et donc de pouvoir rapprocher le médecin du domicile sur des patients qui ne peuvent pas se déplacer, c'est extrêmement précieux. Donc il faut qu'on avance là-dessus pour voir comment est-ce qu'on peut faciliter. En les rémunérant, évidemment, les infirmiers. On rémunère tout le monde. Oui, en les rémunérant correctement. Mais correctement, Oui. je me retourne vers l'assurance maladie, mais ce ne serait pas très bon camarade. Alors, justement, ça fait partie des sujets, bien sûr. Et justement, c'est un sujet qui est parfois c'est l'éléphant dans le couloir. Est-ce que la télémédecine, pour vous, est aussi un outil d'augmenter l'offre de soins, l'accès aux soins, tout en maîtrisant les coûts? Est-ce qu'il y a une corrélation chez vous sur cette question-là, ou vous l'avez complètement décorrélée?
Ah non, vraiment, je crois que c'est pas du tout ça le sujet. C'est pas du tout ça le sujet. Et c'est pas du tout pour ça que la téléconsultation aujourd'hui n'est pas remboursée dans le travail justement de cette négociation conventionnelle de la même manière que la consultation en cabinet. En revanche, il faut être capable de répondre pourquoi une consultation qui parfois dure moins de 3 minutes, où on n'a pas des frais de cabinet, etc., est rémunérée de la même manière qu'une consultation quand on est dans son cabinet avec des charges, etc. Donc, cette question-là, il faut l'objectiver. Moi, j'entends qu'il y a des coûts techniques des plateformes, de développement, de mise aux normes techniques, etc. Le sujet financier est un sujet, mais ce qui est ressorti déjà rien qu'hier, quand on interrogeait un peu tout le monde sur les premiers ateliers, c'est que la télémédecine, elle ne coûte pas moins cher que la médecine. En revanche, elle pose des questions d'organisation, elle pose des questions de... Voilà, mais l'enjeu... il faut qu'il y ait un avenir pour la télémédecine en France, c'est sa capacité à prendre en charge le patient, à apporter une réponse de soins sur l'ensemble du territoire, là où on a des problèmes d'accès aux soins, pour les publics qui ont des problèmes d'accès aux soins, et de façon, comme l'a dit Michael Benzaki, qui soit qualitative. On a un atelier en Ile-de-France qui portera sur qualité, pertinence et formation des professionnels. Hier à Nancy, je peux vous dire que la question de la formation des patients un peu aussi, mais des professionnels de santé à l'exercice de la télémédecine est un sujet qui est revenu en permanence. Le mix... Oui, allez-y. Peut-être un complément, Pascal, si vous me permettez. On sait qu'on a un sujet de génération, notamment sur les jeunes médecins. On le dit souvent, les jeunes médecins n'ont plus envie de travailler autant que leurs aînés. Et donc peut-être qu'il y a du temps disponible. Et pour les pouvoirs publics, c'est extrêmement important de se dire qu'il y a du temps supplémentaire disponible, du temps médical à aller chercher, et que les jeunes générations, notamment, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets, même s'ils ne sont pas à temps plein, de se dire, finalement, si je travaille 4 jours par semaine, peut-être le dernier jour, je peux consacrer quelques heures supplémentaires pour faire de la téléconsultation. Et ça, c'est intéressant d'un point de vue pouvoir public. Alors, ça va être de la dépense supplémentaire, mais c'est intéressant parce qu'on gagne du temps médical. C'est une bonne transition avec la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il y aurait une situation idéale dans le mix entre les professionnels de santé eux-mêmes et les plateformes d'un équilibre? On a vu qu'au départ... on voit surtout que les plateformes augmentent en présence, je crois, dans la dernière période. Oui. Est-ce qu'il y aurait, selon vous, une situation qui vous paraîtrait un juste équilibre ou un bon équilibre, ou une situation idéale? Et Pascal, ça sera la dernière question avec notre séquence suivante après. Alors, en tout cas, du point de vue de l'assurance maladie et des discussions conventionnelles qu'on a avec les organisations représentatives des médecins, il faut avoir un exercice clinique et on ne peut pas ne pratiquer que de la télémédecine. Donc nous, on défend une solution. Alors après, est-ce qu'on a trouvé le bon équilibre aujourd'hui? J'en sais rien. Dans les assises, il y a beaucoup de choses autour de ces règles et de leur assouplissement ou au contraire de leur durcissement. Mais en tout cas, nous, on défend une vision où il faut être en face du patient pour une partie de son exercice, mais pouvoir aussi faire de la télémédecine. Et j'ajoute un élément, alors tout à l'heure on parlait rupture ou pas, mais pour le coup, le télétravail, c'est probablement une rupture dans l'organisation, dans le rapport au travail de la société française. Et quand vous êtes médecin, vous avez un ou une conjointe qui n'est pas forcément que médecin non plus, qui va pouvoir faire 1 jour ou 2 jours de télétravail dans la semaine. Et donc les jeunes générations de médecins, pas tous, mais largement, ils veulent aussi pouvoir faire du télétravail. Et il faut qu'on entende cette demande-là parce qu'elle est légitime. Pascal, nous passons à la deuxième séquence. Voilà. Si on veut tenir notre rythme de cette nouvelle formule, voilà. À chaque émission, Adrien Broche, vous êtes avec nous, vous avez travaillé à VI Voice. Là, par rapport à la thématique, on n'a pas de nouveau sondage. En revanche, vous avez entendu accès aux soins, maîtrise ou pas maîtrise, en tout cas, des soutenabilités en fait, de notre système de soins. Aujourd'hui, vous travaillez beaucoup sur les politiques, sur le sentiment des Français, sur l'opinion par rapport au système politique en général et aussi au système de santé avec nous. Quelle est la sensibilité des Français par rapport à l'évolution de notre système de santé? Encore des inquiétudes, on les a vues dans des précédentes émissions, mais on en est où? Quelles sont les grandes tendances de ce que vous avez pu observer? Et j'en profite pour faire un petit peu de publicité pour Adrien Broche, notre excellent confrère, qui vient de sortir un excellent livre à l'aube,
Et avec la Fondation Jean Jaurès, portrait moderne de la gauche française, débat d'idées des années 2010 à nos jours. Lisez-le, c'est un livre à la fois savant et extrêmement bien illustré. Bravo. Alors après, il y aura Ça éclairera peut-être les prochains jours. Est-ce qu'il y aura un portrait moderne de la droite française? C'est pas prévu, mais je pourrais le faire. Ouais. Non, merci beaucoup à tous les deux. Alors, je vais effectivement peut-être faire un petit détour rapide par des questions un petit peu plus larges qui concernent en effet le rapport des Français au financement, à la dette publique, puisque la question de la santé s'insère évidemment là-dedans. C'est difficile aujourd'hui. Alors, c'est peut-être la réussite, je crois, des derniers jours de François Bayrou que d'avoir réussi à pousser encore un petit peu plus le sujet, enfin une réussite par rapport à ce que lui s'était fixé comme mission, le sujet de la dette publique dans le débat. Je crois qu'on en parle beaucoup plus encore depuis un mois qu'il y a 6 mois, évidemment, qu'il y a 5 ans. Et le rapport des Français, de ce point de vue-là, est assez ambivalent, c'est-à-dire que vous avez une impression, un sentiment dans l'opinion de frustration qui est dû au fait que le niveau des prélèvements obligatoires, des dépenses publiques a soit stagné, soit augmenté. Alors tout ça, c'est fait évidemment d'éléments de représentation, d'imaginaire, pas forcément chiffrés. Alors même, dans le même temps, que le niveau des prestations et des services publics a dégringolé. Très rapidement, vous avez 63% des Français qui estiment que les impôts leur coûtent davantage que ce qu'ils ne perçoivent. Vous avez 79% des Français, donc 8 Français sur 10 en gros, qui estiment que les services publics se dégradent aujourd'hui. Et la question de la dette est effectivement un enjeu, alors prioritaire pour à peu près un tiers de l'opinion, mais dont on estime de plus en plus que c'est un enjeu important. Donc il y a effectivement une tension là-dessus qui crée un malaise dans le contrat social, et on y viendra juste après sur la question de la santé, et qui est, alors encore une fois, à certains égards, de l'imaginaire. Et évidemment, dans le rapport des politiques publiques, il y a une part de prise en compte de l'imaginaire. Les gens votent dans leurs comportements électoraux avec une part de représentation qui ne sont pas forcément avérées. Et une part, en revanche, de choses, et là c'est le rôle aussi d'une forme de pédagogie. Vous avez 63% des Français qui estiment que ça leur coûte plus que ça leur rapporte de payer des impôts. Et dans le même temps, l'INSEE disait, il y a, je crois, 4 ou 5 ans, que vous aviez 57% des Français qui bénéficiaient du système redistributif. Donc à peu près la même proportion, les 2 tiers des Français estiment dans le même temps qu'ils payent davantage que ça leur rapporte, et en même temps ils bénéficient, puisque les écarts de revenus sont, je crois, passent de 18 à 3 entre les ménages les plus aisés et les ménages les plus faibles après le système redistributif. Donc il y a une part effectivement de ce point de vue-là d'imaginaire et puis de réalité. Et là, il faut effectivement faire de la pédagogie également. Alors en général, effectivement, on n'en a pas pour son argent, et puis c'est le voisin qui profite plus que soi. C'est un peu ça. Et c'est le voisin qui profite plus que soi. Ça crée effectivement des tensions dans la société française. Ça, alors il y a le voisin qui en profite plus que soi et le voisin qui est parfois identitarisé, assigné à une certaine résidence sociale, identitaire. Donc ça crée effectivement des tensions. La santé, pour moi, donc on en parlait un petit peu tout à l'heure de fractures dans l'accès aux soins. Vous avez 8 Français sur 10 aujourd'hui qui observent des inégalités dans l'accès aux soins sur le territoire. Vous avez plus de la moitié des Français qui a effectivement renoncé ces derniers mois ou dernières années à consulter un médecin spécialiste. Donc c'est une faille importante dans, je crois, le contrat social français. J'en vois 3, moi, aujourd'hui, peut-être pour terminer là-dessus. Une faille sur le système de santé. Le Covid a effectivement mis en avant dans l'opinion, ça restait, l'hôpital public, la santé, un bastion, une chasse gardée quand même du système républicain méritocratique français. Globalement, on estimait que c'était le lieu du bon service public, du bon déploiement de la solidarité. On a vu, alors pour plein de raisons, qu'il y avait un problème d'approvisionnement en masques, en paracétamol, que les lits, les services de réanimation pouvaient être débordés pendant la crise Covid. Ça a un petit peu affaibli dans l'opinion ce rôle de chasse gardée. Donc je pense que c'est une des failles aujourd'hui du contrat social français. Il y en a une deuxième sur l'éducation et l'école. Je crois qu'elle ne remplit plus dans l'opinion, ou peut-être plus aussi bien qu'avant, sa mission. Il ne suffit plus aujourd'hui de bien travailler à l'école et d'avoir un diplôme pour s'en sortir correctement. Je crois que la troisième faille, c'est sur le rapport au travail. Parce que le travail, un très bon petit livre à l'aube aussi de Antoine Fouché, que vous avez peut-être vu passer, qui s'appelle « Le travail ne paye plus », et qui dresse un constat. S'il y en a un, je crois, qui est effectivement intéressant, c'est le travail ne permet plus, comme il l'a été auparavant, d'améliorer son niveau de vie. Donc cette promesse-là,
par le système de santé, par l'école et par le travail, ces 3 piliers du contrat républicain vacillent un petit peu aujourd'hui et c'est ce qui peut expliquer une part du malaise français. Même si on avait suivi lors de l'anniversaire de la Sécu que finalement les Français y étaient quand même assez attachés. Mais enfin, vous me direz, les Anglais sont aussi attachés à leur système. Les Français sont extrêmement attachés à la sécurité sociale, aux valeurs de solidarité, et dans le même temps, ils sont 85% à s'inquiéter de son financement. Albert Lottmann a bien fait de venir. Merci Adrien, merci beaucoup. On va passer à la troisième séquence. Oui, oui. Alors, et simplement 20 €. Hein, 20 alors, €. Oui. 20 €. Donc c'est accessible. C'est accessible. C'est ça. Une consultation, enfin une consultation d'avant. Bon, merci beaucoup. Notre troisième séquence qui est après la séquence opinion, la séquence contrepoint, et on va accueillir nos différents intervenants. Majid El-Jaroudi, vous êtes le fondateur et délégué général de l'ADIV, qui est l'agence pour la diversité entrepreneuriale, qui mène 2 activités principales, si j'ai bien compris, la mise en relation des responsables achats des grandes entreprises avec les entrepreneurs des quartiers, et la formation et qualification des jeunes entrepreneurs qui se lancent. L'accompagnement des entrepreneurs de quartier, c'est votre activité principale, mais aujourd'hui, vous êtes avec nous parce que vous êtes le co-rapporteur en tant que membre du CESE, donc du conseil, excusez-moi. Et ça, mais en plus, ça ne sera pas coupé. Du Conseil économique, social et environnemental. Et vous êtes le co-rapporteur de l'avis publié en juin dernier, intitulé pour un numérique en santé souverain, de confiance et inclusif. On se fait la totale. Concernant la télémédecine, qui est notre sujet du jour, ce que vous avez entendu depuis tout à l'heure, comment vous réagissez? On a parlé pas mal d'accès aux soins. Monsieur Lottmann a parlé des quartiers qui étaient à la fois plus difficiles socialement et puis moins équipés, je veux dire, en offre de soins. Quel est votre regard? Et puis peut-être aussi une question à... Votre question, surtout. Oui. Et la question. Oui, bonjour. Merci pour l'invitation. En effet, donc j'ai co-reporté donc un avis sur la question du numérique en santé. Et il faut dire, parce que ce n'était pas gagné, mais quand même que le CESE, dans sa totalité, exprime bien que le numérique, ce n'est pas un danger pour les questions de santé, c'est même un atout. Néanmoins, il y a certains points de vigilance. Et notamment sur cette question de télémédecine, on a bien compris que quelque part, ça avait loupé son public. Vous l'avez dit, vous avez donné les chiffres, hein, ça marche bien avec des personnes qui sont éduquées, en emploi, dans des zones urbaines. Alors la question de la Seine-Saint-Denis, je pense que c'est une question particulière parce que c'est un département qui est hyper connecté, mais sur beaucoup de territoires, en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et sur un autre public aussi avec lequel c'est plus difficile, c'est les précaires, les gens qui sont en précarité économique. Ceux-là, c'est toujours difficile sur le fait d'avoir de recours à des soins. Ça, on l'a très bien identifié au sein du CESE. Donc, je vais peut-être juste vous dire, nous, les pistes sur lesquelles on envisage qu'il faut travailler. Et comme ça, vous pourrez réagir sur les pistes. Donc, nous, on insiste beaucoup sur conserver l'alternative humaine, pas du tout numérique. Il nous faut des personnes qui puissent recevoir physiquement les patients. Aujourd'hui, on estime à peu près à 14 millions de personnes qui sont en difficulté à accéder sur Internet. Donc, 14 millions de personnes, il ne faut pas les oublier. Sur la co-construction de l'offre de soins, donc la télémédecine, c'est un des éléments, mais de quelle manière on peut associer les patients et justement les personnes en précarité à co-construire cette offre de soins. Il y a un autre sujet qui vous concerne moins, mais c'est un sujet qui est important. Tout est sur Internet. Comment on fait pour garantir un égal accès à Internet partout sur le territoire? Ça, c'est un vrai sujet. Et sur la question de la sensibilisation, ce sera mon dernier point, nous on préconise donc une journée de sensibilisation à 16 ans au moment de la délivrance de la carte vitale avec les caisses primaires d'assurance maladie. De quelle manière on pourrait mettre en place une telle initiative qui pourrait être portée à la fois par le CESE et par les caisses. Voilà, merci. Peut-être effectivement avant que l'assurance maladie ne s'exprime, un point important. Déjà, dans le cadre des assises de la télémédecine, les patients, évidemment, sont inclus dans l'ensemble des échanges qu'on peut avoir au niveau national, mais également en région. Il y a un point aussi pour dire que la télémédecine, on en parle beaucoup ce soir, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga en termes d'accès aux soins. Parce que la priorité reste le contact avec un patient et comment on peut rapprocher finalement les médecins et les patients. Et à cet égard, la télémédecine peut avoir aussi un intérêt. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patients qui n'ont pas forcément
n'arrivent pas à faire ce geste d'aller dans un cabinet médical. Ils ne se sentent pas capables physiquement, moralement, mentalement. Et peut-être que la téléconsultation, dans certaines situations, permet de créer ce contact humain. Et donc, il ne faut pas penser la télémédecine finalement comme un objet numérique qui éloigne, mais au contraire qui permet de rapprocher. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le sujet de la téléconsultation, comment est-ce qu'on l'ancre le plus possible au niveau territorial, parce que quand vous commencez à avoir un échange avec un psychiatre, avec un médecin généraliste en téléconsultation, parce que c'est plus simple pour vous, derrière ce sera plus simple d'organiser une consultation physique. Donc voilà, c'est les 2 points importants. Ne pas considérer que la téléconsultation, c'est l'alpha et l'oméga de la politique d'accès aux soins, loin de là, mais également de permettre à la téléconsultation de rapprocher les patients les plus éloignés vers des professionnels de santé physiquement. Une réponse d'Albert Lottmann. Bon, j'ai pas grand-chose à rajouter. D'abord, la téléconsultation ou la télémédecine, d'une manière générale, c'est pas magique et ça règle pas tous les problèmes. Mais quand ça fonctionne, et si on arrive à garantir le niveau de qualité, à la confiance que le patient peut avoir dans le dispositif, c'est un enjeu qui me paraît être encore devant nous. Eh bien, c'est de l'humain, parce qu'une téléconsultation, il y a bien un homme ou une femme de l'autre côté de l'écran. Donc, il y a un écran, mais il y a de l'humain. Voilà. Et tout à l'heure, Michael Benzaki rappelait l'importance du travail qu'on a mis dans les assises autour de l'accompagnement à la téléconsultation. Il y a la téléconsultation assistée par un professionnel de santé, qui peut être un infirmier, mais qui peut être peut-être un autre professionnel de santé. Il y a des téléconsultations dans des pharmacies, avec le pharmacien qui peut être là en présence pour aider à faire la téléconsultation. Ça peut être des centres de soins infirmiers. C'est-à-dire la téléconsultation, elle ne se fait pas que sur son smartphone à domicile pour tous les publics. Pour certains publics, peut-être que c'est aller à quelques kilomètres de chez soi, mais quand même pas très loin, dans un centre infirmier qui est équipé et qui va permettre de faire, dans des bonnes conditions, une téléconsultation. Nous aurons compris que après les antibiotiques, c'est pas automatique, la télémédecine, c'est pas magique. Merci beaucoup. Nous avons le plaisir de recevoir Lucie Dietché. Bonjour, vous êtes la directrice des affaires publiques de la société CARE. CARE a rejoint en 2021 le groupe Healthy Hero. Lucie, de votre point de vue de plateforme de téléconsultation importante, quelles questions voudriez-vous poser à nos invités ? Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Donc CARE, qui est la société leader de la téléconsultation en France, elle a été créée en 2017 et elle a opéré, en tout cas jusque-là, 8 millions de téléconsultations. Donc c'est un chiffre quand même assez important. Et on rencontre néanmoins un paradoxe très français sur son développement. Aujourd'hui, malgré une maturité technologique indéniable et développement économique significatif réalisé par l'ensemble des sociétés de téléconsultation, la France, aujourd'hui, elle accuse un retard assez considérable par rapport à ses pays voisins. En France, la téléconsultation, c'est que 4% des consultations. En Estonie, par exemple, c'est 37%. Au Danemark et au Portugal, c'est 31%. Et en Espagne, encore plus proche de nous, c'est 29%. Donc vous avez rappelé l'essor du Covid, la baisse post-pandémie. Et puis, on voit depuis 2024 une certaine reprise en tout cas des téléconsultations. Mais ça reste encore très timide par rapport, en tout cas, au potentiel qu'ont démontré les pays européens. Donc, on a parlé des assises, avec un vrai marqueur, c'est-à-dire une vraie volonté, en tout cas collective, d'avancer. L'atelier de Nancy, qui a eu lieu hier, qui vient aussi confirmer que l'ensemble des acteurs et tous, les entreprises, les collectivités, les pouvoirs publics souhaitent davantage progresser vers la téléconsultation. Mais cependant, encore aujourd'hui, les sociétés qui ont l'agrément du ministère de la Santé depuis 2024, elles font face à des défis un peu structurels pour pouvoir avancer. Et donc, je vais rappeler 2 défis, en tout cas structurels. Le premier, c'est le défi réglementaire. La limite des 20% qu'on a évoquée, notamment pour les médecins, les règles de la territorialité qui sont aujourd'hui inadaptées, en tout cas face à l'offre nationale et les contraintes locales. Et le deuxième défi, c'est le modèle économique aujourd'hui qui est contraint. L'agrément, bien que nécessaire, est voulu aussi par l'ensemble des sociétés de téléconsultation à mobiliser des ressources indéniables, très importantes, au détriment aussi de notre innovation, de notre croissance et notre développement.
À cela s'est ajouté aussi une évolution conventionnelle inéquitable par rapport au présentiel. Vous l'aviez rappelé tout à l'heure, Monsieur Lotman. J'en arrive à ma question. Alors qu'aujourd'hui, CARE accompagne on estime quotidiennement 7 000 et 10 000 patients. Et grâce à nos 2500 médecins qui nous font confiance, et que les télémédecines, que les assises de la télémédecine ouvrent un chemin sur le développement grâce à un collectif très important, comment on peut lever ces freins réglementaires actuels, et ça dans un avenir assez proche, malgré le contexte politique, j'entends bien, pour permettre à la France de rattraper son retard par rapport à ses voisins européens. Et que Paris fasse aussi bien que Tallinn. Tout à fait. Non, mais... Tallinn en Estonie, vous avez bien compris. Oui, bien sûr. Peut-être plusieurs éléments de réponse. Juste le fait de développer, d'atteindre les 31%, je crois, du Danemark, ça ne fait pas une stratégie de téléconsultation. Ça ne fait pas une stratégie de télémédecine. Ça ne fait pas une stratégie d'accès aux soins. Et donc, on ne peut pas se dire, finalement, qu'on est en retard. Mais on est en retard par rapport à quoi ? On est en retard sur des enjeux liés à l'accès aux soins, c'est vrai, mais on n'est pas forcément en retard par rapport à des chiffres. Quand vous regardez le Danemark, effectivement, aujourd'hui, on est à 4%. Quand vous regardez le Danemark, 31%, la moitié de ces 31%, parce qu'il faut voir ce qu'on compte aussi derrière, la moitié de ces 31%, c'est quoi ? C'est de la comptabilisation de téléconsultation par messagerie. Il n'y a même pas de visio, il n'y a pas d'échange, c'est de la messagerie. C'est-à-dire pour renouveler des ordonnances. Le Danemark fait ça très bien. Il y a historiquement cette démarche-là. Donc la moitié déjà de ces 31%, c'est ce type de consultation ou de téléconsultation sans lien direct. Donc il ne faut pas compter la même chose. Par ailleurs, le Danemark compte également la téléconsultation par téléphone. Vous savez qu'en France, effectivement, on ne permet pas de facturer et donc de suivre dans les données la facturation par téléphone. Si on comptait aujourd'hui, puisque les médecins qui sont avec nous ce soir et derrière leur ordinateur ou leur télé savent bien qu'ils ont des échanges avec leurs patients, mais l'assurance maladie ne les compte pas. Et donc on ne peut pas les comptabiliser dans ces 4%. Donc juste un point, attention aux comparaisons internationales, il faut vraiment regarder ce qu'on compare. Et encore une fois, l'augmentation d'un chiffre ou d'un paramètre ne fait pas une stratégie d'accès aux soins. Ça ne veut pas dire derrière qu'il ne faut pas aller plus loin et qu'il ne faut pas intégrer justement dans les pratiques la téléconsultation et bouger certains paramètres. Les assises sont ont été mises en place pour ça, pour voir si l'équilibre qui a été trouvé à un moment sur l'avenant 9 conventionnel, sur la nouvelle convention médicale, s'il faut revoir des équilibres. Ça, c'est important, mais ne pas se focaliser sur des chiffres, 20%, 31%, c'est aussi important. OK. Réponse d'Albert Lotman. Je vais essayer de faire une réponse très courte, mais vraiment, ce que les pouvoirs publics, le ministère de la Santé et la CNAM ont voulu faire avec ces assises, c'est justement essayer de contribuer. C'est juste on va faire des propositions pour élaborer cette stratégie et pour outiller les pouvoirs publics dans le débat ensuite qu'il doit y avoir sur une feuille de route de développement de la télémédecine. Donc les questions que vous posez, elles sont sur la table, mais moi je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on arrivera à les dépasser qu'en travaillant avec les ordres, les sociétés savantes, les libéraux, les acteurs de la téléconsultation, et de voir ensemble les questions qu'on a posées là, comment on trouve les réponses. Merci beaucoup. Merci Lucie. Nous allons passer à troisième invité. Bonjour Ivo Trinta, merci d'être avec nous. Vous êtes orthoptiste de formation et vous êtes le directeur des relations scientifiques de Point Vision. Quelles questions souhaiteriez-vous poser à nos invités, Michael Benzaki, Albert Lotman? Merci beaucoup Pascal, merci pour ces échanges. On est tous d'accord pour dire ici que bien sûr la télémédecine et la téléconsultation, la téléexpertise est une véritable chance pour améliorer l'accès aux soins visuels. Alors chez Point Vision, on voit à peu près 2000 téléconsultations par semaine, en particulier dans des zones sous-dotées. On répond vraiment aux besoins, je pense, de la population. On travaille en étroite collaboration avec des orthoptistes. On fait évidemment un certain nombre d'examens. Mais ce qu'on a remarqué, parce que ça fait plusieurs années qu'on a mis ça en place, c'est qu'on a à peu près 20% de ces patients qui ont des pathologies, qu'on connaît tous un peu ici, du glaucome, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, et qui nécessitent d'être pris en charge localement. On a la chance d'être un réseau national, donc on arrive à prendre en charge ces patients. Ce qu'on remarque aujourd'hui sur notre territoire, c'est qu'on a beaucoup
de téléexpertise, de téléconsultation qui sont faits où la territorialité et finalement cette continuité des soins n'est pas toujours bien cadrée. J'imagine que les assises vont certainement répondre à cette problématique-là, mais vous, aujourd'hui, comment on pourrait répondre, enfin, c'est ma question, à cette problématique sans finalement bloquer non plus le développement de cette offre de soins? J'en profite pour saluer Mélanie, la présidente du SNAO également. Non, mais effectivement, moi, vous le dites vous-même, hein, c'est clairement un sujet des assises. C'est clairement un sujet qui, dans mon rapport de préparatoire aux assises, suite aux auditions que j'ai pu effectuer, a été au cœur des débats de tout le monde, toutes spécialités confondues, avec un dialogue un peu de sourds, si je ne fais pas de langue de bois, puisque vous ne vouliez pas de langue de bois, des acteurs de ville qui reprochent aux acteurs un peu spécialisés, et notamment aux sociétés de téléconsultation, mais je pense que vous étiez dans leur tête un peu dedans, de ne pas chercher la territorialité et d'intervenir hors du cercle de soins du patient et de façon non coordonnée. Et d'autres acteurs qui viennent me dire, mais nous, c'est pas faute d'essayer depuis des années parfois, de contacter les CPTS, de contacter les acteurs, et on n'est pas très bien reçu. Parfois même l'argument, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, hein, je n'ai pas fait une enquête, mais parfois l'argument de certains libéraux qui disent on ne reçoit pas les comptes rendus, eh bien on s'aperçoit que le patient parfois hésite à autoriser le téléconsultant à transmettre à son médecin traitant le compte-rendu, parce qu'il a peur de se faire engueuler, parce qu'il a fait une téléconsultation. Donc on voit qu'on a encore, aujourd'hui, parfois, des positions qui sont un peu caricaturales, etc. Il faut qu'on arrive à trouver la voie de passage, parce que pour le coup, le sujet de où j'arrête le soin, parce que je ne suis pas capable de prendre en charge le patient correctement en téléconsultation, et j'estime qu'il a besoin d'une consultation présentielle, voire urgemment, il faut qu'on soit capable de l'organiser. On a des outils aujourd'hui qui doivent nous permettre de le faire, mais clairement, c'est un des sujets sur lesquels il faut que les assises fassent des propositions. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Allez, je vous laisse le mot de la fin. Le ministère est censuré. Non, mais on vous a mis automatiquement en période de réserve. Voilà, j'ai été censuré en période de réserve. Non, mais juste un point important, c'est les acteurs économiques viennent challenger au quotidien les institutions, les pouvoirs publics, et j'allais dire c'est assez sain. Finalement, on l'a vu sur les sociétés de téléconsultation. Le directeur général de la CNAM parlait à un moment donné de Far West, qu'il fallait peut-être, je ne sais pas s'il fallait un shérif, mais en tout cas remettre un cadre. Et c'est vrai que sur certaines filières spécialisées, où il y a des difficultés d'accès aux soins extrêmement prégnants, je pense évidemment à la filière visuelle, où c'est anormal d'attendre plusieurs mois pour refaire ses lunettes, même s'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits ces dernières années par ce qu'on appelle les 3 O, hein, les différentes professions. On doit être challengé sur les nouvelles organisations qui se mettent en place. Mais ce que j'évoquais précédemment, c'est de se dire, maintenant on est peut-être dans un Far West aussi sur la filière visuelle, sur la télésanté dans la filière visuelle, et peut-être de revenir à des règles d'accès aux soins, des règles de qualité des pratiques. C'est aussi un défi de ces assises. Donc typiquement la filière visuelle, des enjeux d'accès aux soins très très forts. Un petit Far West, on peut le dire, et c'est le moment justement des assises pour remettre tout le monde autour de la table et se dire quelle est la bonne voie et quelle est la voie qui est un peu déviante. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons le meilleur, hein, Michael Benzaki. Mais enfin, nous le souhaitons également, parce que nous sommes bien entendu nous-mêmes engagés dans l'évolution de notre périmètre politique. Nous espérons. Alors, je voulais vous dire que le prochain ministre sera notre invité également. Mais il n'aura pas le choix. Merci beaucoup, messieurs. Michael Benzaki, Albert Lotman, merci beaucoup pour votre présence et les explications que vous nous avez données. Nous sommes donc à la fin de notre première émission nouvelle formule. Bon, on espère qu'elle vous aura plu. Il y aura peut-être encore quelques ajustements à faire. N'hésitez pas en tout cas à nous faire vos commentaires et suggestions sur YouTube, LinkedIn et les plateformes de podcast qui diffusent l'émission. Nous, sincèrement, c'est pas juste. Nous avons vraiment besoin de vos avis pour ajuster. Et puis surtout, on a besoin de vos abonnements parce que c'est ça qui fait que l'émission est partagée ou pas. Ça, c'est le petit côté auto-promo. Merci à nos partenaires Camurus, Pasteur Mutualité, Point Vision,
Kerr, Via Voice, la veille acteur de santé et Hortus, ainsi que Lucie Dezem. Ça nous aide à continuer. Ça fait depuis 2017, mine de rien, comme ça. On va arriver aux prochaines élections présidentielles. Ça sera la troisième ou la deuxième, je ne sais plus, la troisième. Merci à toute l'équipe qui permet à la réalisation de cette émission. Françoise Millet à l'organisation, et il en faut. Nathalie Rattel à la valorisation sur la veille, la chaîne des contrepoints et sur les réseaux sociaux. Emmanuel Tay et Nathan Collin à la caméra et au son. Merci à tous. À très vite pour un nouveau contrepoint de la santé, bien sûr avec le ministre, c'est ça? Oui, et pour la route, je vais vous donner le conseil en forme d'avertissement et de sagesse du poète Schiller. Vivez avec votre siècle, mais ne soyez pas sa créature.